pris une petite demi-heure de retard. Et avant de clôturer cette première semaine de DU, on a voulu garder quelques heures qui sont plus pratiques. Je vous rappelle que cette partie un peu d'atelier, entre guillemets, est surtout destinée pour ceux qui ont les ateliers de simulation aux gens inscrits en présentiel. Néanmoins, on fera le maximum pour transmettre et mettre des liens en vidéo aussi pour les gens en distanciel. Il va y avoir 3 parties. Une partie avec des cas cliniques, une partie avec un atelier d'échographie et une partie avec un atelier d'hystéroscopie. Et vous allez vous partager dans les 3 groupes tels qu'ils vous ont été communiqués par mail et vous allez tourner toutes les heures. Avant de vous partager en 3 groupes, on a voulu délivrer une petite mise au point technique sur les utilisations des modes volumiques parce que vous l'avez bien compris, l'échographie reste voilà, un examen complémentaire fondamental en exploration de l'infertilité. Et c'est Grégoire Potel qui travaille pour General Electric qui va se charger de cette partie introductive et il va vous montrer vraiment d'un point de vue purement technique comment on utilise les modes volumiques. Merci Grégoire. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci, merci Monsieur Santouli de m'offrir cette tribune devant vous et de aborder avec vous aujourd'hui donc les modes volumiques en pratique. Donc repartir un petit peu de cet outil que vous allez utiliser au quotidien dans l'assessment, l'évaluation de l'infertilité et aussi le bilan et le monitorage que vous allez faire derrière de vos patientes. Il me paraissait important de repartir de la base puisqu'on ne peut pas parler d'imagerie volumique si on n'aborde pas l'imagerie bidimensionnelle qui est la base de tout examen échographique et qui sera la base de l'imagerie volumique. Donc l'imagerie bidimensionnelle, comme vous le savez, vous avez un faisceau ultrasonore qui va traverser les différentes interfaces tissulaires. On va avoir par les différentes impédances acoustiques une retranscription des informations sous la forme d'informations pixelaires 2D avec une information sur l'axe des X et une information sur l'axe des Y. Donc c'est ça, c'est l'imagerie 2D, 2 dimensions bidimensionnelle. Une imagerie volumique, c'est quoi? C'est tout simplement une imagerie qui est constituée d'une juxtaposition de plans 2D mis les uns à côté des autres. Donc vous allez avoir au sein de la sonde, vous voyez qu'il y a un petit mécanisme d'oscillation pendulaire qui va vous permettre d'avoir la sommation de tous ces plans 2D mis les uns à la suite des autres. Donc ce sont des sondes particulières, des sondes volumiques. Vous voyez qu'elles ont une forme particulière avec un aspect un petit peu plus important de leurs extrémités au sein de laquelle on va avoir cette mécanique d'oscillation pendulaire qui va vous permettre d'avoir une juxtaposition de ces plans 2D afin de constituer ce qu'on appelle un bloc volumique, composer une matrice voxellaire où on va avoir les informations que l'on avait initialement, les informations pixelaires 2D, auxquelles on va avoir se rajouter les différents plans issus de notre oscillation et de notre bloc volumique. Derrière cela, ce bloc volumique, on va pouvoir en extraire des informations en triplan. Donc, comme vous voyez là, ici, je suis parti d'une image sagittale de l'utérus que l'on va reprendre en haut à gauche. On va voir en haut à droite une image à 90 degrés et en bas à gauche une autre image à 90 degrés dans le sens de propagation des ultrasons. C'est ce plan-là qui sera intéressant. Donc on va reprendre différents plans avec différentes dénominations. Il existe des dénominations conventionnelles avec le plan A qui sera toujours le plan nommé pour le plan en haut à gauche, qui sera toujours votre plan de coupe de base. Si vous étiez sur une coupe axiale, ça sera le plan axial qui se situera en haut à gauche. Là c'est une coupe sagittale parce que quand j'ai fait mon acquisition, je suis parti d'une coupe sagittale. Le plan B c'est la vue à 90 degrés. La vue à 90 degrés d'un plan de coupe sagittale, c'est une coupe axiale. Et le plan C, c'est le dernier plan, celui auquel on n'a pas accès initialement avec les sondes conventionnelles. Les sondes 2D ne nous permettent pas d'accéder à cette vue frontale. C'est tout l'intérêt de travailler en imagerie volumique, c'est d'accéder à une information supplémentaire. Donc derrière, on va pouvoir exploiter ce bloc volumique, ce triplan. On va pouvoir travailler ce volume. Hop, désolé. Et avoir une exposition des différents tissus qui seront rencontrés qui rencontreront les ondes ultrasonores et d'avoir derrière une possibilité aussi de retraitement de l'information en appliquant des modes de rendu, hop, en appliquant des modes de rendu qui vont permettre de remettre en évidence des perspectives tissulaires différentes, plus ou moins coder l'endomètre par rapport au myomètre, remettre en exergue certaines structures pour apprécier l'espèce jonctionnelle dans certaines pathologies type adénomyosique, certains utérus dysmorphiques. On va pouvoir jouer sur des systèmes de filtration pour nous permettre de vraiment bien étudier le tissu et remettre en exergue cela
dans notre volume. Donc le volume, le bloc, en fait, on va pouvoir derrière l'exploser en multiplan et l'exploiter dans toute sa composition, dans sa matrice volumique, ou appliquer des rendus. Ce qu'on va principalement faire, nous, en gynécologie et en infertilité, c'est plutôt de l'analyse plan à plan et derrière travailler à la systématisation de la zone d'intérêt. Et ce qui va nous intéresser la plupart du temps, ce sera la cavité ou seront les ovaires si on fait du monitorage de l'ovulation. Ce qu'apporte la systématisation, travailler en imagerie volumique, la systématisation permet de préciser une localisation. Donc vous imaginez maintenant qu'on a accès à la troisième dimension, eh bien on va aller beaucoup plus précisément localiser avec trois informations géographiques. On va beaucoup plus précisément sur une destination. On va pouvoir préciser la malformation aussi et sa conformation par rapport au tissu environnant. On va pouvoir déterminer un volume précis. Le fait d'avoir accès aux trois informations dans l'espace nous donne un volume beaucoup plus précis. Réduire les variabilités inter- et intra-opérateurs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être beaucoup plus systématique, être sûr d'avoir vu tout ce qui devait être vu, d'avoir compté vraiment l'ensemble des follicules quand on doit faire un monitorage ou autre. Standardiser une région d'intérêt, analyser de manière systématique aussi, c'est très important, avoir des angles de vue différents, mettre en évidence des structures d'écogicité différentes. Ça aussi, c'est très intéressant. En 2D, on subit une impédance acoustique, on subit un rendu ultrasonore initial. Et bien, avec l'imagerie volumique, vous allez pouvoir jouer sur des systèmes de filtration pour plus ou moins mettre en évidence l'endomètre, le myomètre, les cryptes adénomyosiques, les images hyperéchogènes qui vont venir s'infiltrer dans le myomètre éventuellement. Juste avec des systèmes de filtration, on verra ça très simplement sur les blocs, comment faire ça. Et on va pouvoir coupler ça aussi à l'imagerie vasculaire pour pouvoir interpréter les volumes aussi sans problème. Le processus d'acquisition, c'est avoir une bonne sonde et un bon réglage. Ça peut paraître bête, mais je vous dis, en fait, l'imagerie de base, c'est le 2D et c'est ça la base de notre bonne acquisition volumique. Donc, avoir une bonne base, c'est une bonne sonde et un bon réglage. Donc, on ne subit pas l'échographe, on choisit le bon réglage pour la bonne acquisition. On s'assure d'avoir un bon accès à sa structure. On peut être embêté par des tissus, par des positionnements qui sont un petit peu difficiles, un utérus qui va être un petit peu dévié, un utérus qui va être rétroversé. On peut avoir des anses digestifs qui vont nous donner des ombres acoustiques ou des flashs. Donc essayer de se désengager de ça pour s'assurer d'avoir un bon accès à notre structure. Et derrière, optimiser toujours l'image par la profondeur, l'angle, la fréquence, la focale et le gain. Il y a 5 boutons pour régler une machine, c'est très très simple. On va choisir le bon réglage 3D. Vous verrez, il y a un réglage à connaître sur lequel vous appuierez. Et derrière, on lance l'acquisition, on reste stable, c'est toujours important de rester stable, on ne bouge pas. Et une fois qu'on a fait son volume, eh bien on le sauvegarde en faisant simplement une photo, on le sauvegarde et derrière on peut travailler, mobiliser dans l'espace ce dernier. C'est vraiment la mise en branle de toutes ces phases qui nous permettra d'avoir un travail fiable sur notre acquisition. Donc l'acquisition, ça fonctionne comment? Première chose, c'est on a une zone d'intérêt. Notre zone d'intérêt, on va délimiter avec le bouton dessus du trackball, on va délimiter la ROI. Et c'est au sein de la fenêtre jaune, et seulement au sein de la fenêtre jaune, que se fera notre bloc volumique. Donc important que l'ensemble de l'utérus, c'est l'utérus qui m'intéresse, soit dans cette box. Donc je vérifie bien que la taille soit bien adaptée. Deuxième élément, c'est avoir un angle qui soit bien adapté par rapport à la zone d'intérêt. Un utérus, c'est assez large. Si je choisis un angle de 60 degrés, eh bien, vous comprenez, que va-t-il se passer? La sonde va faire une oscillation pendulaire, c'est-à-dire que toute seule, la sonde va faire 60 degrés, elle va faire moins 30 degrés, défiler de moins 30 à 0 et de 0 à plus 30 pour faire 60 degrés d'ouverture. Donc très important d'être médian par rapport à notre zone et d'avoir un angle qui soit suffisamment important pour intégrer notre structure. Okay, si c'est un ovaire, je n'ai pas besoin forcément d'avoir 120 degrés de débattement. Si c'est un utérus qui a une malformation, un U2B par exemple, il va vraiment s'écarter sur la partie phindique. Eh bien, si je ne mets pas 120 degrés d'ouverture pour faire moins 60 plus 60, j'ai un risque de ne pas avoir l'ensemble de l'utérus dans mon volume. Donc important de bien vérifier que l'angle est bien le bon. Ensuite, on va pouvoir choisir donc, je vous montre rapidement quelques exemples ici. Donc, toujours sur le même cas, c'est exactement le même volume à chaque fois que je vais faire, c'est la même situs, pardon, mais avec des angles de balayage différents. Vous avez un angle faible, un angle moyen et un angle large. Donc, c'est le même utérus, c'est le même fantôme d'utérus sur lequel on va travailler tout à l'heure. Un angle faible, vous voyez la restitution au niveau de cet angle, elle est vraiment réduite. Vous voyez que la latéralisation que j'ai 5 degrés de part et d'autre de son plan sagittal, ce qui fait très très peu d'ouverture ici. Là, c'est un petit peu plus grand, et là, c'est le max. Donc, on comprend aisément que si on a un tout petit angle, certes, l'acquisition elle sera rapide, mais elle ne prend pas l'ensemble de mes items. Donc, on vérifie d'avoir un angle suffisamment large. En gynéco, ne vous prenez pas la tête, faites 120 degrés, vous êtes sûr de prendre l'angle maximum possible de votre sonde et d'avoir
maximum de chances d'avoir l'ensemble des éléments dans votre volume. Ensuite, on a la qualité de balayage. Quand on choisit le réglage, il y a une qualité qui est prédéfinie aussi. Vous voyez ici, on a une qualité élevée 1. En fait, cette qualité va conditionner la quantité d'informations qui va arriver dans l'échographe par plan d'oscillation. Plus cette qualité sera élevée, plus l'échographe prendra le temps de faire son acquisition pour prendre un maximum d'informations. Ça va impacter quoi? Ça va impacter la vitesse de balayage. Ok? Donc, si je veux une qualité élevée, j'aurai un balayage un petit peu plus lent qu'une qualité faible. Donc, je vais travailler volontiers avec une qualité élevée dans la majeure partie des cas en gynéco, parce qu'un utérus, ça ne se balade pas sous la sonde, c'est pas comme un fœtus, où on doit peut-être adapter un petit peu plus sa dextérité et son aspect un petit peu, il faut tirer au bon moment. On peut faire un balayage en très haute qualité pour avoir un bloc volumique hyper informatif. Il y a un cas où éventuellement je vais baisser la qualité pour avoir un balayage plus rapide en gynéco, c'est quand on va faire des sonos. Quand on va faire des stéréosonos 3D, eh bien, quand on va faire l'injection de sérum Phi, on va voir l'utérus qui on va décollaber en fait l'endomètre, mais le temps que l'acquisition se fasse, on ne veut pas perdre en fait ce contraste que nous donne le sérum physiologique. Donc faire un balayage plus rapide, ça évite d'arriver quand l'endomètre il a évacué le sérum Phi. Ok? Donc on va pouvoir adapter cette qualité. Mais c'est déjà pré-réglé si vous choisissez le bon réglage. C'est-à-dire que si je choisis un réglage spécifique, eh bien je vais avoir directement le bon réglage en termes de qualité et en termes d'angle. Ok, donc en fait, on va avoir notre balayage qui va s'effectuer. Donc vous voyez, j'ai pris un angle. Et là, on voit que l'utérus, le balayage a commencé un peu trop proche dans l'utérus. On n'est pas en dehors de l'utérus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit balayer en fait tous les plans de coupe par sagittaux. Et c'est toujours très intéressant de regarder ce qui se passe quand on est en train de faire quand on fait l'acquisition. C'est pas juste, on n'est pas juste passif. On regarde et on voit si on a une restitution de l'ensemble des plans qui nous intéressent. Si on voit qu'on loupe une partie de l'endomètre, une partie de l'utérus, on sait que dans notre bloc volumique, on l'aura pas. Donc, il faut rester actif. Et aussi, ça nous donne des informations. C'est comme si vous faisiez un balayage parasagittal. Donc, ce que vous faites aussi quand vous analysez l'utérus, vous regardez les zones adhérentielles et autres. Eh bien, vous pouvez regarder aussi. C'est un balayage automatisé parasagittal. Donc, regardez-le. C'est toujours assez intéressant. La restitution, une fois qu'on a notre bloc volumique, on a le plan A. Donc si je suis sur une plan de coupe de base en coupe sagittale, je récupère une coupe sagittale. Le plan B, ça sera la coupe axiale, on l'a vu tout à l'heure. Et le plan C, ça sera la vue frontale. C'est le plan où on va récupérer cette fameuse vue d'avion, cette vue frontale, cette coupe coronale à laquelle on avait accès qu'en IRM avant. Donc, grâce au sonde volumique, on arrive à accéder à ce plan-là et derrière avoir une information hyper intéressante pour le bilan d'infertilité et le bilan de cavité. Donc, le bloc volumique A, B, C, qu'on reprend ici, ces trois plans sont perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Ce sont trois droites perpendiculaires les unes par rapport aux autres, avec comme point d'ancrage et comme point d'intersection ce petit point jaune que l'on voit ici, que l'on retrouve ici, et que l'on voit à ce niveau-là. C'est le point d'intersection des trois plans. C'est mon point de pivot. C'est à partir de là que je vais effectuer mes rotations. C'est à partir de là que je vais choisir un situs dans ma zone et tourner autour. Donc, tout simplement, on va sélectionner une image et déplacer dans cette image le point. Et vous voyez que là, je suis en train de déplacer le point de gauche à droite. Et forcément, comme l'image de en haut à droite, c'est un plan axial qui coupe le plan sagittal par cet axe vertical ici, eh bien on voit dérouler tous les plans de coupe paraxiaux. D'accord? Si je le déplace de haut en bas, eh bien j'ai la même chose sur le plan C, puisque c'est une coupe horizontale qui vient couper l'utérus en sagittal au positionnement du point. Vous voyez que là, le point, je vais le mettre sur le fond de la cavité. Je vous invite à faire toujours ça, le positionner sur le fond de cavité. Et derrière, je vais commencer à faire mon petit jeu de rotation. On va voir ça tout de suite après. Quelles sont les rotations, à quel moment et dans quel ordre. Et de toujours garder la même séquence, le même algorithme pour être reproductible dans votre pratique. C'est hyper important. Et vous voyez que là, après, je translate mon petit point le long de l'axe de la ligne de vacuité, ce qui me permet de voir qu'il y a une petite horizontalisation à donner au niveau du plan B. Vous voyez que je suis en train de prendre la main sur l'image B, et on voit qu'il y a une horizontalisation à donner sur le plan de coupe axial. J'horizontalise, et vous voyez que la vue frontale, on a une très belle vue frontale ici qui apparaît sur l'image en bas à gauche, et je vais pouvoir prendre cette image, la verticaliser plutôt que de tous tourner la tête comme ça et d'avoir un torticolis, on va redresser la tête simplement en faisant une rotation à 90 degrés sur le plan C. D'accord? Vous voyez, c'est une séquence qui est hyper rapide. Là, elle a été faite très lentement pour pédagogiquement essayer d'être un petit peu plus explicite, mais c'est trois étapes très simples. On va les revoir, on aura le temps de les revoir ensemble.
Comment on mobilise? X, Y, Z, vous êtes tous très très forts en trigonométrie, hein, j'imagine. Donc le X, le Y et le Z n'ont aucun secret pour vous. Le X est une rotation sur l'axe des abscisses, hein, vous vous souvenez, l'axe des abscisses. L'axe horizontal, Y c'est une rotation verticale, hein, c'est une rotation qui va nous permettre de faire une rotation selon l'axe vertical, et Z c'est une rotation selon le plan transfixion. Donc pour essayer de vous imaginer ça, donc j'ai repris quelques images. Donc le bouton qui va nous faire faire les rotations en X se situe ici, et je vais pouvoir faire des rotations. Désolé, là je dois relancer la présentation. Je vais pouvoir faire une rotation selon l'axe horizontal, ce qui va me permettre en fait d'aller chercher à éventuellement faire une rotation, faire passer en haut ce qui est en bas et en bas ce qui est en haut. Donc tout simplement, je vais pouvoir aller utiliser cette rotation pour pouvoir jouer et réajuster certains plans de coupe s'ils n'ont pas été tels que je le souhaitais au niveau de mon bloc. Vous avez des questions jusque-là, tant que la présentation redémarre? Alors, nous en étions sur la rotation ici. Hop, rotation sur l'axe des abscisses. Donc, rotation horizontale. Vous voyez que si je prends un rendu et que je fais une rotation horizontale, on voit qu'on va faire définir dérouler le fœtus sur un axe horizontal. Si je prends maintenant ce plan de coupe, le plan de coupe sagittal, et que je fais une rotation à 180 degrés selon l'axe des X, eh bien je vais faire passer le col en bas et le fond en bas, autour de l'axe où se situe ce point. Donc si je schématise un petit peu cela, si je dois schématiser, c'est comme si je prenais mon image et que c'était un petit poulet embroché, et que je regarde, en fait je fais comme un petit poulet embroché pour pouvoir faire la rotation de l'image autour de cet axe horizontal. Rotation sur l'axe des Y, c'est une rotation très très simple. On sait tout un monde sur le Y, mais en fait c'est très simple, c'est une rotation verticale. On fait passer ce qui est à gauche à droite et droite à gauche, tout simplement. Donc vous allez voir que là, le col est à droite, je vais le faire passer à gauche autour de son axe de rotation verticale, puisque le point était médian. Hop, donc je fais tourner là cette image comme ceci pour faire passer la gauche à droite et la droite à gauche. L'image est très simple, c'est une rotation type kebab. Alors, la dernière des rotations, qui pour moi est la plus simple à retenir, c'est une rotation selon l'axe Z. L'axe des Z, c'est une rotation très simple, puisqu'en fait, c'est l'image qui va effectuer une rotation autour du point, tout simplement. Une rotation horaire ou anti-horaire. Donc, on va voir très rapidement une rotation qui va nous permettre de verticaliser ou d'horizontaliser une structure. Donc, c'est ça qui est la rotation que je vais vous surtout vous amener à travailler, puisqu'elle est hyper simple. C'est simplement j'horizontalise ou je verticalise une information. C'est très très facile de comprendre que quand on a un axe qui est en biais, on va simplement donner une rotation en Z pour horizontaliser. Donc vous l'avez vu, on l'avait vu tout à l'heure sur le plan de coupe, sur le volume de l'utérus, qu'on avait fait ça pour horizontaliser l'endomètre sur le plan A. On avait ensuite travaillé l'image sur le plan B pour effectuer une rotation aussi d'horizontalisation de la coupe axiale et nous retrouver avec un plan de coupe horizontal au niveau de notre coupe axiale. Et la vue frontale, on l'avait aussi verticalisé pour mettre le haut en haut, le bas en bas. Ok. Donc ça, vous regardez votre image, vous pensez à quoi quand vous faites une rotation en Z? À une machine à laver. Avec ou sans le chat, mais c'est la rotation à la machine à laver. Donc on fait soit du poulet, soit du kebab, soit de la machine à laver, c'est très simple. Le dernier bouton qui est très intéressant, c'est le bouton de front back, le bouton de retranslation au front back. Moi j'aime bien l'appeler front back, il est assez simple. C'est le bouton de la couleur. En fait, le bouton de la couleur, vous voyez qu'il y a une double feuille ici qui apparaît, hop, double image là. Ça, c'est un bouton qui va vous faire la translation antéro-postérieure. C'est un bouton qui permet de réajuster les plans. Donc, quand vous avez votre coupe sagittale en haut à gauche et vous trouvez qu'elle n'est pas forcément très sagittale stricte, eh bien, vous pouvez faire un petit peu de translation, de front back pour essayer de récupérer le plan de coupe parasagittal, voilà, le plan de coupe le plus sagittal strict possible. Donc, ça, c'est assez intéressant. Dans les outils volumiques, il y a plein d'outils différents, que ce soit en 3D ou en 4D. Vous allez avoir une multitude d'outils. Ce sur quoi on va travailler, c'est la 3D. Pourquoi? La 4D a ce bénéfice d'avoir le temps réel. La quatrième dimension, c'est le temps. C'est X, Y, Z plus le temps. Sauf que, en fait, comme vous demandez une quatrième chose, c'est comme moi, vous demandez deux choses, je suis beaucoup plus lent que si vous me demandez une seule chose. L'échographe, c'est pareil, vous demandez le temps en plus, eh bien, sa qualité de travail, elle sera altérée. Okay. Donc, on va favoriser le 3D pour bénéficier d'une qualité d'image beaucoup plus importante et des possibilités de traitement beaucoup plus simples à faire. Donc on a une multitude de modes qui apparaissent et on va voir qu'on va toujours utiliser les mêmes.
on va utiliser le bon programme pour la bonne application. Et c'est surtout l'imagerie triplanaire qu'on va utiliser. Donc on appuie sur le bouton 3D, c'est la première chose. Ensuite, sur l'écran tactile, on va choisir un programme et un seul, c'est le programme Utérus VCI. Le VCI, c'est un outil magique, c'est de l'amélioration de la différenciation tissulaire par de la coupe épaisse. En fait, nos plans ABC ont une certaine épaisseur, qui est l'ordre du dixième de millimètre. Le fait de rajouter de l'épaisseur de coupe, ça va nous permettre d'augmenter la différenciation tissulaire et de rehausser certains contrastes tissulaires qui sont un petit peu absents ou difficiles à voir en imagerie 2D classique. Donc, on va toujours utiliser ce programme qui va être toujours réglé avec une qualité maximale et un angle de 120 degrés. Donc là, j'ai rien à faire si c'est déjà bien réglé. Une fois que j'ai fait ça, j'adapte ma ROI, ma région d'intérêt. Vous vous souvenez? Et là, c'est avec le trackball, j'adapte la fenêtre jaune à la zone d'intérêt, de telle manière à bien faire épouser au sein de ma fenêtre jaune l'ensemble de l'utérus. Je ne me mets pas juste en bordure, je laisse quelques millimètres de part et d'autre pour être sûr d'acquérir l'ensemble de mon bloc. Je lance l'acquisition à droite du trackball. Il y a un petit bouton, le haricot à droite du trackball, vous appuyez dessus et ça va lancer l'acquisition. Et là, on commence à voir le balayage parasagittal s'effectuer et on aura ensuite la restitution du triplan avec de la coupe épaisse. Vous voyez que c'est sépia. Vous avez repéré que c'est sépia? Oui? Ok, ça va. On voit tous à peu près la même chose. Et on voit ici, il y a S 5 mm. Donc ça, c'est l'épaisseur. On est sur du 5 mm d'épaisseur. Parce que j'ai choisi, moi, de faire du 5 mm. Mais je peux choisir du 2, 3, 4. Je vais l'adapter en fonction de là où se situe la patiente dans son cycle. En fonction de l'épaisseur endométriale. Je vais pouvoir monter ou diminuer cette épaisseur de coupe. On va rarement passer au-dessus de 5 mm parce que sinon, on risque de noyer l'information. Sur l'écran tactile, on va choisir l'image A. Comme image de référence, c'est l'image à partir de laquelle on va travailler. Une fois qu'on est sur cette image A, eh bien, on va déplacer le trackball pour positionner le point sur le fond de la cavité. Ok? C'est bon pour tout le monde? Sur le plan A, on regarde A, et forcément, ça joue sur les autres plans. Ce sont 3 plans interdépendants, bien entendu. Ensuite, on va faire du Z. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait du Z pour horizontaliser. Souvenez-vous, la petite machine à laver qui permet d'horizontaliser. Donc, vous voyez que je fais une rotation ici anti-horaire. Donc, je tourne le bouton dans le sens anti-horaire pour horizontaliser le fond de la cavité. D'accord? Derrière, je vais translater le petit point le long de la ligne de vacuité, ce qui est très important à faire. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire, ah bah oui, mais j'ai déjà la vue frontale en bas à gauche. Oui, on pourrait directement travailler sur la vue frontale. Sauf que si on ne fait pas ça et qu'on a un utérus qui va twister, parce que vous avez des fois des endomètres qui twistent sur la fin, eh bien vous pouvez ne pas vous en rendre compte et vous allez créer des fausses images d'utérus unicorne, par exemple, sur la vue frontale. Parce que vous imaginez, en fait, si ça twiste, il y aurait une grosse horizontalisation à donner sur le plan B, et vous ne la voyez pas, et donc vous vous retrouvez avec un endomètre super bien visualisé en vue frontale en pensant que c'est un unicorne. Et en fait, vous loupez le fait que y a le twist et que la triangulaire de la cavité, vous la loupez. Donc toujours positionner son point et le translater de gauche à droite pour regarder si on n'a pas un axe d'horizontalisation important à donner sur le plan axial. Et ça permet vraiment de corriger. Vous voyez que là, on voit, je suis un peu psychorigide, mais moi je trouve que ça manque un petit peu d'horizontalisation sur le plan B, donc je vais pouvoir travailler sur le plan B, donc sélectionner l'image B, et derrière horizontaliser en faisant quoi? Du Z toujours, pour pouvoir horizontaliser. Ok? Je vais donner un tout petit peu d'angulation. Ensuite, je choisis l'image C qui est la vue frontale. Il n'y a plus qu'à verticaliser. Donc je fais du Z, c'est bon, tout le monde est d'accord, pour verticaliser la cavité. C'est pas dans ce sens, c'est dans l'autre. Donc rotation ici horaire. Et quand je fais cet algorithme, quand je fais cette manipulation, en faisant du Z et du Z, ce qui est aussi très important, c'est bien sûr d'avoir la vue frontale, mais c'est de respecter la latéralisation, c'est-à-dire que la gauche est à droite et la droite est à gauche. Quand je regarde là la cavité, eh bien la droite de la patiente est bien à gauche de l'écran et la gauche de la patiente est bien à droite de l'écran. En faisant ça, je suis sûr d'être toujours dans la même situation. Il y a plusieurs chemins qui vous permettent d'arriver à la vue frontale. Vous pourriez faire du Z en A puis du Y. Sauf qu'en fait, si à un moment vous ne tournez pas dans le bon sens, eh bien, vous pouvez faire une contre-latéralisation. Donc très important, afin de respecter la latéralisation des organes et de ce que vous voyez, de faire toujours la même chose. Donc gardez toujours la même séquence, c'est très important. Ensuite, on met en plein écran. Hop. Et puis derrière, on peut faire un peu de front back pour pouvoir travailler sur, je vous montre rapidement, pour travailler sur la translation antéro-postérieure, okay, ce qui permet en fait de dérouler notre utérus sur tout son axe de profondeur. Rapidement, on va pouvoir aussi travailler sur ce qu'on appelle l'omniview, mais je crois qu'on va pouvoir passer sur les ateliers, ce sera beaucoup plus pratique, et on va travailler sur les cas cliniques. Voilà. J'espère que ça a mis un petit peu d'éclairage sur les modes volumiques. Je vous remercie de votre attention.
Merci. Je propose qu'il n'y ait pas de questions et que les Oui. questions soient posées lors des ateliers, pour ceux qui participent aux ateliers. Vous avez dû recevoir des mails avec les groupes pour ceux qui ont dit qu'ils souhaitaient participer aux ateliers. Ceux qui ne se souviennent plus dans quel groupe ils sont, je vous ai affiché les groupes dehors. Donc voilà, vous pouvez regarder. Et donc il y a 3 ateliers, et groupe 1, groupe 2, groupe 3 avec l'ordre. L'atelier d'hystéroscopie, il se trouve dans la salle juste à droite. L'atelier d'échographie juste à gauche. D'accord ? Et ici, c'est l'initiation